J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. J'espère que votre santé et votre morale sont au beau fixe et que vous vivez ce Ramadan entouré de ceux qui comptent le plus pour vous. Votre famille, vos parents. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. J'espère que votre santé et votre morale sont au beau fixe et que vous vivez ce Ramadan entouré de ceux qui comptent le plus pour vous. Votre famille, vos parents, vos proches. Savourez ces moments. Profitez de leur présence tant que vous le pouvez. Car le monde dans lequel nous vivons devient chaque jour un peu plus instable, plus imprévisible, plus inquiétant. Les secousses se multiplient et l'horizon semble chargé de nuages. Personne ne peut dire avec certitude ce que demain nous réserve. À vrai dire, même la journée d'aujourd'hui peut encore nous surprendre. Alors chérissez la compagnie de ceux que vous aimez et appréciez pleinement ce mois sacré. Le Ramadan de cette année 2026 a une résonance particulière. Il arrive dans une période internationale particulièrement tendue, marquée par des incertitudes profondes et par des tensions qui s'accumulent un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur un épisode dont nous avons déjà parlé très récemment dans une émission diffusée il y a à peine 1 ou 2 jours. Vous vous en souvenez peut-être, il s'agit de cette réunion qui a fait du bruit et qui a été portée par certains courants de la droite dure et de l'extrême droite européenne au sein du Parlement européen. Mais avant d'aller plus loin, il faut clarifier une chose importante, car beaucoup d'interprétations erronées circulent. Contrairement à ce que certains ont affirmé un peu vite, l'institution du Parlement européen elle-même n'a pas organisé cet événement. Hier encore, dans notre émission intitulée « Le MAC au Parlement européen, les conséquences toxiques d'une répression absurde menée par Tebboune », nous avons longuement analysé cette affaire. Et je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont été très nombreux à suivre ce programme. Il est donc essentiel de le rappeler. L'événement auquel le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a été associé n'était pas une initiative officielle du Parlement européen. En réalité, l'origine de cette rencontre remonte à un député européen, plus précisément un élu français, Nicolas Bay. Il appartient au groupe ECR, une formation politique au Parlement européen. Cette réunion a été mise sur pied à l'initiative d'une organisation non gouvernementale appelée Chrétienté Solidarité. Officiellement, cette ONG affirme se consacrer à la défense des minorités chrétiennes à travers le monde, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle se présente comme une structure engagée dans la promotion et la protection des communautés chrétiennes confrontées à des difficultés religieuses ou politiques. Mais derrière cette mission affichée se cache une réalité politique bien plus marquée. Cette organisation entretient des liens très étroits avec les milieux de l'extrême droite. C'est précisément cette association qui a proposé l'idée de cette réunion à Nicolas Bay, eurodéputé français proche du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour. Ensemble, ils ont organisé une journée de conférence le 11 mars 2026, mercredi dernier, dans les locaux du Parlement européen à Strasbourg. Il faut d'abord rappeler un élément institutionnel que beaucoup oublient. Le Parlement européen ne fonctionne pas dans un seul endroit. En réalité, ces activités sont réparties sur plusieurs villes, dont principalement Bruxelles et Strasbourg. Bruxelles demeure le centre officiel où se concentre la majorité des décisions et des activités politiques. Toutefois, Strasbourg joue également un rôle essentiel, car on y organise régulièrement des réunions, des auditions, des débats et même certaines sessions parlementaires. Ce n'est donc pas un simple symbole institutionnel, mais un véritable lieu de rencontre politique. C'est précisément dans ce cadre, à Strasbourg, que le 11 mars dernier, une conférence a été mise en place par l'ONG Chrétienté Solidarité. Cette organisation, connue pour ses affinités avec certains milieux de la droite radicale européenne, en particulier en France, avait choisi comme thème de la journée « La liberté des minorités en Algérie ». Présentée officiellement comme une journée d'études ou une table ronde, cette rencontre réunissait en réalité plusieurs intervenants qui affichent, directement ou indirectement, une certaine proximité avec le MAC. Parmi eux figurait notamment la docteure Charlotte Toetti, universitaire à Lausanne et spécialiste des communautés chrétiennes en Afrique du Nord. On retrouvait aussi SVW Aidas, président d'une organisation de défense des droits humains. Mais la figure qui a le plus attiré l'attention durant cette journée reste sans conteste Farhat Meni. Fait intéressant, il n'était pas censé prendre la parole au départ. Son nom ne figurait même pas dans le programme initial. Pourtant, à la toute dernière minute, il a été annoncé comme l'invité d'honneur de la conférence.
Farhat Meni, pour rappel, dirige le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et s'est récemment illustré en proclamant unilatéralement l'indépendance de la Kabylie lors d'un événement extrêmement controversé. Cette réunion, que les autorités françaises avaient initialement interdite, avait finalement pu se tenir dans un lieu privé à Paris le 14 décembre 2025. Lors de cette rencontre, l'eurodéputé français Nicolas Bay, figure du mouvement Reconquête fondé par Éric Zemmour, s'est distingué par des déclarations particulièrement sévères visant le pouvoir algérien. Dans un instant, je vais d'ailleurs vous faire entendre ces propos à travers une vidéo rendue publique par les organisateurs de cette conférence consacrée, officiellement, à la condition des chrétiens en Algérie. Mais déjà, il faut souligner un détail qui mérite réflexion. Le titre choisi pour cette journée était plutôt ambigu. On parlait de « liberté des minorités en Algérie ». Or, lorsqu'on évoque les minorités dans ce pays, la réalité est plus complexe. Les communautés chrétiennes ne sont pas les seules concernées. Il existe aussi des minorités musulmanes comme les ibadites ou encore les chiites. Sans oublier la présence, certes très réduite aujourd'hui, d'une communauté juive, qui représente d'ailleurs une population encore plus petite que celle des chrétiens. Pourtant, malgré cette diversité, les organisateurs n'ont pas choisi d'intituler la conférence « Liberté des chrétiens en Algérie », mais ont préféré une formulation plus large, celle des minorités. Ce choix peut évidemment susciter des interrogations sur l'objectif réel de cette initiative, sur ses motivations et même sur la légitimité d'un tel événement. Cela dit, une chose reste indiscutable. La situation des chrétiens en Algérie mérite qu'on en parle sérieusement et qu'on y prête une attention réelle. Ce qui m'a véritablement interpellé, et même, je dois l'avouer, profondément dérangé, ce sont les déclarations prononcées par Nicolas Bay à propos du pouvoir algérien. Je vais d'ailleurs vous faire entendre ces paroles telles qu'elles ont été diffusées. Écoutez bien l'introduction de son intervention. Il a ouvert la réunion en s'adressant à la délégation kabyle présente à Strasbourg, au Parlement européen, en déclarant qu'il était très heureux de les recevoir. Il a tenu à saluer tout particulièrement Farhat Meni, qu'il a présenté comme le président du gouvernement kabyle en exil. Selon lui, leur présence constituait un honneur et un plaisir. Nicolas Bay a ensuite expliqué qu'en tant qu'élu français et patriote attaché à son pays, il se sentait proche de la Kabylie et des Kabyles. Il a affirmé que, selon lui, il existait des valeurs communes entre eux et qu'en Kabylie vivaient également des chrétiens qui, comme toutes les minorités, méritaient d'être protégés, avec, bien entendu, une attention particulière pour les chrétiens en raison d'un prétendu lien civilisationnel. Puis, il a poursuivi en dressant un portrait extrêmement dur du pouvoir en place à Alger, qu'il a décrit comme un gouvernement marxiste et dictatorial installé depuis trop longtemps. Il l'a également accusé d'hostilité à la fois envers la France et envers les Kabyles. D'après lui, ce pouvoir chercherait à masquer ses nombreux échecs en désignant constamment des ennemis, la France à l'extérieur et la Kabylie à l'intérieur. Il a même affirmé que l'Algérie serait devenue l'un des États les plus fermés de la planète, allant jusqu'à suggérer une comparaison avec la Corée du Nord. Nicolas Bay a ensuite déclaré que, pour les patriotes français, il était essentiel de prendre conscience de la situation des Kabyles et de soutenir leur cause, comme cela aurait été fait par le passé. Il a ajouté que ce sujet était largement absent du débat public en France et que beaucoup de Français ignoraient les réalités liées à la Kabylie. Enfin, il a expliqué que cette rencontre devait servir à donner davantage de visibilité et de poids au combat mené par les représentants kabyles avant de remercier ses invités et de passer la parole à l'intervenant suivant. Quand on écoute attentivement l'ensemble de cette intervention, on constate que la sévérité du ton est frappante et que les accusations sont particulièrement lourdes. Les mots employés sont d'une dureté remarquable. Nous avons là un député européen français qui affiche clairement son soutien au MAK, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et qui ne parle pas seulement d'un régime, mais bien du gouvernement algérien. Or, les mots ne sont jamais anodins. Parler d'un régime renvoie à une réalité politique spécifique, souvent associée à un système autoritaire qui ne tire pas sa légitimité du vote populaire. En principe, lorsqu'on parle de gouvernement, on évoque normalement un ensemble d'institutions censées tirer leur légitimité du vote des citoyens et de la volonté populaire.
C'est précisément là que les mots employés prennent toute leur importance. Pourtant, dans son intervention, Nicolas B n'a pas hésité à viser directement le gouvernement algérien en le qualifiant de pouvoir hostile à la France, allant même jusqu'à établir une comparaison avec la Corée du Nord et à décrire l'Algérie comme l'un des États les plus hermétiques de la planète. Selon lui, ce pouvoir serait incapable de se transformer, incapable de quitter la scène politique et incapable même de disparaître par lui-même. Le ton ne laissait d'ailleurs guère de place à l'ambiguïté. Le soutien exprimé envers le MAC par ce représentant de la droite radicale française et plus largement européenne était parfaitement assumé. Il faut rappeler à ce sujet que plusieurs élus appartenant à l'extrême droite en France et dans d'autres pays européens se sont regroupés au sein d'une même formation politique au Parlement européen, connue sous l'acronyme ECR. Ce groupe parlementaire, ECR, rassemble en effet différentes forces politiques classées dans la droite dure ou dans les courants nationalistes européens. D'après les données disponibles, il regroupe plus d'une vingtaine de partis issus d'une quinzaine de pays. À l'origine, l'acronyme signifiait « conservateur et réformiste européen ». Mais au fil du temps, les courants conservateurs traditionnels ont perdu de l'influence au profit de mouvements beaucoup plus radicaux, parmi lesquels celui d'Éric Zemmour, Reconquête. Ces formations tiennent un discours ouvertement hostile à l'immigration, souvent marqué par une rhétorique islamophobe et par une stigmatisation systématique des étrangers. Contrairement à une critique légitime des régimes autoritaires, critique que beaucoup considèrent nécessaire et même salutaire, ces mouvements élargissent leurs attaques bien au-delà des gouvernements et s'en prennent directement aux populations venues d'ailleurs. Dans leur vision du monde, l'Europe devrait se comporter comme une citadelle imprenable, fermée à double tour, où tout ce qui provient du Maghreb, ou plus largement des sociétés musulmanes, devrait être tenu à distance. Dans cette logique, l'islam n'est pas perçu comme une tradition culturelle extérieure pouvant enrichir le paysage européen ou contribuer à sa diversité, mais plutôt comme un danger potentiel, presque comme une force d'invasion culturelle menaçant l'identité même du continent. Ce type de raisonnement révèle évidemment une posture idéologique particulièrement radicale et problématique. Pourtant, le cœur du problème ne se situe pas uniquement dans les critiques formulées par Nicolas B. Sur certains points, si ces propos avaient été tenus par un élu appartenant à une formation politique plus modérée, beaucoup auraient peut-être acquiescé à certaines observations, notamment lorsqu'il est question de dérives autoritaires du pouvoir algérien. Mais ce qui change complètement la nature du discours, ce sont les qualificatifs employés. Parler de kabylophobie, évoquer une hostilité systématique envers la France, et surtout l'appui explicite exprimé en faveur du MAC. À travers cette séquence, ce que l'on voit apparaître clairement, c'est bien plus qu'une simple convergence d'intérêts. C'est une véritable alliance politique qui semble se dessiner entre le mouvement séparatiste kabyle et les forces de l'extrême droite en France et dans plusieurs pays européens. Et cela, il faut dire sans détour, constitue une évolution préoccupante et révèle aussi l'un des échecs majeurs de la stratégie adoptée par le pouvoir de Tebboune. Il faut le dire clairement. La stratégie adoptée par le pouvoir de Tebboune pour marginaliser le MAC a échoué de manière spectaculaire. Non seulement cette tentative d'isolement n'a pas fonctionné, mais elle a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, ce mouvement séparatiste trouve des relais et même des soutiens ouverts au sein de certains partis de l'extrême droite européenne, notamment en France, qui n'hésitent plus à s'approprier la question kabyle pour leurs propres agendas politiques. Et c'est là que le problème devient particulièrement grave. Car lorsqu'on entend certains parler de kabylophobie en Algérie, il y a de quoi s'interroger sérieusement. Personnellement, je ne vois pas cette prétendue hostilité institutionnelle envers les Kabyles. Au contraire, l'histoire récente montre que de nombreuses personnalités issues de Kabylie ont occupé des postes de premier plan au sein de l'État algérien. On peut citer Manar Kabyl, qui a dirigé les services de l'enseignement à l'étranger, ou encore le général Haj, qui a pris la tête de la gendarmerie nationale pendant près de 3 ans avant d'être promu général-major. On pourrait également évoquer plusieurs ministres d'origine kabyle, sans oublier un chef de gouvernement issu de cette région, Abdourahmane, ainsi que des figures comme Ahmed Yahya ou le général Toffer. La liste est loin d'être courte. Dans ces conditions, entendre au Parlement européen que le gouvernement algérien serait animé d'une hostilité systématique envers les Kabyles est non seulement inédit, mais aussi extrêmement dangereux. Ce type de discours simplifie à l'extrême une réalité politique complexe, en la réduisant à un récit caricatural.
celui d'une minorité persécutée par une majorité qui monopoliserait le pouvoir et contrôlerait entièrement l'État. Or, cette représentation est profondément trompeuse et ne correspond pas à la réalité. Dire que les Kabyles seraient les seules victimes de l'oppression en Algérie relève d'une lecture totalement erronée de la réalité. En vérité, les Kabyles subissent les mêmes contraintes que l'ensemble des citoyens du pays. L'injustice, malheureusement, ne se limite pas à une seule région ni à une seule communauté. Du nord au sud, de Tlemcen jusqu'à Annaba ou El Tarf, d'Alger jusqu'aux confins d'Inghezam, la pression du système touche l'ensemble de la société algérienne. Le problème qui existe en Algérie n'est pas d'ordre ethnique. Il ne s'agit pas d'un conflit entre groupes identitaires. Ce qui existe réellement, ce sont des inégalités et des discriminations liées aux régions, aux origines locales, à ce fameux régionalisme qui empoisonne la vie politique et sociale du pays. Mais parler d'une politique dirigée spécifiquement contre les Kabyles n'a aucun fondement sérieux. Cette idée ne résiste pas aux faits. Les Kabyles occupent des postes dans la police, dans la gendarmerie, dans les institutions de l'État et parmi les fonctionnaires de l'administration. La question sensible concerne davantage la reconnaissance et la place de la culture berbère, de l'identité amazighe. Quant à la pression exercée sur la Kabylie, elle s'explique surtout par une autre réalité. Cette région est depuis longtemps un centre de contestation politique. Elle constitue l'un des bastions les plus actifs de l'opposition algérienne. La Kabylie est depuis longtemps un espace où s'expriment les contestations populaires avec une intensité particulière. C'est dans cette région que l'on retrouve bon nombre d'intellectuels critiques et d'opposants parmi les plus déterminés du pays. Cette réalité s'explique aussi par une histoire politique spécifique. La Kabylie possède une tradition d'engagement et de dissidence plus marquée que dans d'autres régions d'Algérie, en raison de facteurs sociologiques, d'un niveau d'instruction souvent plus élevé et de trajectoires politiques différentes. Mais transformer cette région en symbole d'un peuple martyrisé par rapport au reste du pays relève d'une exagération totale. Cette idée ne correspond pas à la réalité. En revanche, il est vrai que certaines dérives sont apparues, notamment à cause des choix politiques maladroits et parfois brutaux du pouvoir dirigé par Abdelmadjid Tebboune. Ces décisions ont contribué à aggraver la situation. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, la stratégie répressive menée contre le MAC, à la fois brutale, inefficace et contre-productive, a produit un effet inattendu. À l'étranger, de plus en plus d'opinions publiques commencent à percevoir non seulement le régime, mais l'État algérien lui-même et son gouvernement sous un angle extrêmement négatif. Le glissement est dangereux. On ne parle plus seulement d'un système politique contesté, on en vient à présenter l'Algérie comme un État raciste, hostile aux minorités, voire comme un pouvoir qui opprimerait ou massacrerait une population particulière, presque comme si un génocide était en cours. Or, cette image est totalement déformée et ne correspond en rien à la réalité. Au fond, la véritable difficulté qui traverse l'Algérie ne relève pas d'un conflit ethnique ou d'une opposition entre communautés. Le cœur du problème réside plutôt dans la nature du système politique lui-même. Un appareil de pouvoir autoritaire, mêlant structures militaires et civiles, qui refuse toute véritable alternance démocratique et qui, dans de nombreux cas, restreint les libertés publiques ainsi que les droits fondamentaux des citoyens sur l'ensemble du territoire. Pourtant, malgré ces tensions politiques, le sentiment d'appartenance nationale reste solide au sein de la société algérienne. Il est également important de rappeler que le MAC ne représente en rien les millions de Kabyles vivant en Algérie. Ce mouvement n'a jamais été mandaté par les habitants de cette région, il n'a été élu par personne et n'a jamais reçu la légitimité nécessaire pour parler au nom de toute la Kabylie. Au lieu de rappeler ces évidences et d'adopter une approche pédagogique, en menant des campagnes d'explication ou un travail diplomatique destiné à clarifier la situation, le pouvoir algérien, sous la direction de Tebboune, a choisi une autre voie. En multipliant les arrestations de personnes soupçonnées d'être proches du MAC, en concentrant la pression sécuritaire sur la Kabylie et en poursuivant une politique répressive visant à étouffer ce mouvement, il a involontairement contribué à renforcer l'idée que le MAC constituerait une menace existentielle pour l'État. C'est là que se produit un glissement particulièrement dangereux. Dans les perceptions extérieures, la répression ne semble plus viser un mouvement politique précis, mais toute une région, et par extension, toute une population.
Et cette confusion ouvre la porte à des interprétations de plus en plus problématiques. Dans ce contexte, certaines forces politiques européennes issues de la droite radicale, et dont l'influence ne cesse de croître, commencent à exploiter cette lecture simplifiée de la situation. L'extrême droite gagne du terrain dans plusieurs pays du continent, portée par un discours populiste qui séduit une partie grandissante de l'électorat. Les dernières élections européennes ont d'ailleurs montré que des formations comme le mouvement d'Éric Zemmour ou le Rassemblement national en France ont réussi à consolider une base électorale solide et à se rapprocher progressivement des centres de pouvoir. Ces mouvements politiques, de plus en plus influents, entretiennent désormais l'idée selon laquelle l'Algérie abriterait une région persécutée et une minorité martyrisée, la Kabylie et les Kabyles. Dans ce contexte, on peut imaginer un scénario inquiétant. L'Algérie pourrait bientôt être perçue, aux yeux de certains cercles politiques influents et bien connectés aux grandes puissances internationales, notamment aux États-Unis, comme un pays coupable d'opprimer une minorité. Il faut rappeler que les courants populistes et identitaires européens, ainsi que les mouvements d'extrême droite du continent, ont bénéficié ces dernières années d'un appui politique venant de Washington sous l'ère de Donald Trump. Ce soutien, d'ailleurs, n'est plus vraiment un mystère pour personne. Le risque est donc réel. Ces réseaux politiques pourraient réussir à convaincre certaines puissances occidentales que l'Algérie serait un État qui persécute une minorité kabyle, parfois même présentée comme chrétienne, victime d'oppression ou de violence. Dans cette logique, l'ingérence étrangère pourrait alors être présentée comme légitime et une stratégie hostile envers l'Algérie pourrait être justifiée. On ne chercherait plus à réformer le système politique algérien ni à encourager une transition démocratique. On viserait directement l'État algérien lui-même, accusé d'être raciste, xénophobe et oppresseur d'une minorité supposément différente par sa religion ou son identité. Un tel récit, s'il s'impose dans certains cercles internationaux, constituerait un piège extrêmement dangereux. C'est pourquoi il est urgent que le pouvoir algérien prenne conscience du risque et revoie sa stratégie vis-à-vis du MAC. Le différend avec ce mouvement relève d'un conflit politique, pas d'un problème ethnique, culturel ou identitaire. Pourtant, la politique répressive actuelle, faite d'arrestations arbitraires, de procédures judiciaires expéditives, de campagnes de propagande et d'une pression sécuritaire constante, crée une image très inquiétante. Lorsque des personnes sont arrêtées simplement parce qu'elles sont kabyles ou soupçonnées d'avoir un lien, même lointain, avec le MAC, cela alimente l'idée à l'étranger que l'Algérie se transforme en État discriminatoire et hostile aux minorités. Or, la réalité est différente. Tebboune n'est pas animé par un projet raciste ou xénophobe. Ce qu'il cherche avant tout, c'est à utiliser la question du MAC comme un outil pour contenir la Kabylie, maintenir son contrôle politique et consolider son pouvoir. Il sait parfaitement que cette région joue un rôle central dans la contestation démocratique en Algérie et qu'elle a été l'un des moteurs essentiels des mobilisations populaires, comme celle du Hirak. Il ne faut pas oublier un élément essentiel. Si le Hirak a pris une telle ampleur, c'est en grande partie parce que la Kabylie lui a servi de moteur. Cette région a joué un rôle décisif dans l'élan de mouvement, notamment depuis les événements de Hirata que tout le monde connaît. La Kabylie constitue depuis longtemps l'un des centres les plus dynamiques de la contestation politique en Algérie. Le pouvoir ne la cible pas parce qu'elle serait une région différente sur le plan ethnique. Si tel était le cas, d'autres communautés comme les Touaregs, les Ibadites ou encore les Tchaouis seraient également visées. La réalité est tout autre. Ce qui dérange les autorités, c'est que la Kabylie est un espace où circulent des idées démocratiques, où les aspirations progressistes trouvent un terrain fertile. Il faut donc éviter toute confusion. Les discours qui circulent aujourd'hui, notamment lorsqu'ils sont relayés au cœur même du Parlement européen, contribuent à alimenter certains réseaux politiques hostiles à l'Algérie. Ces milieux cherchent à présenter le pays comme une menace pour la stabilité régionale et internationale, en l'accusant de pratiquer un racisme d'État, de préparer une guerre civile ou même d'être engagé dans une forme de persécution quasi-génocidaire. Or, ces accusations ne correspondent pas à la réalité. Il est impératif que ceux qui soutiennent le pouvoir actuel prennent conscience du danger. En persistant dans cette voie, ils risquent d'ouvrir la porte à des scénarios particulièrement inquiétants.
des puissances étrangères très influentes pourraient exploiter les erreurs et les dérives du régime pour justifier des interventions ou pour imposer une nouvelle stratégie dirigée non pas seulement contre le pouvoir en place, mais contre l'Algérie elle-même. L'objectif ne serait alors ni une réforme politique, ni un changement de dirigeant, mais plutôt l'affaiblissement durable du pays, voire sa fragmentation au